Bonjour à tous et merci de votre participation à notre dernier webinaire de notre cycle Digital Summer by Technocité. Au programme, le Big Data sera-t-il réinventé pour un avenir meilleur? Alors je me présente, je suis Vanessa Méné, chargée de projet pédagogique à Technocité et je serai votre assistante, votre voix off tout au long de ce webinaire. Donc je vous remercie, chers participants, de participer à notre live du jour et je vous invite également à ouvrir l'outil de chat qui se trouve sur la plateforme. Vous avez un outil de discussion en ligne qui va nous permettre de réagir ensemble lors de ce webinaire parce que j'imagine que vous aurez des questions, des commentaires ou même des réactions. Vous n'hésitez surtout pas donc à commenter via ce chat et je serai à même de pouvoir réagir pour vous auprès de nos invités du jour. Alors justement, j'ai le plaisir de vous présenter nos invités, nos orateurs. Alors bonjour Johanna, bienvenue à notre webinaire consacré au Big Data. Bonjour, merci. Bonjour, bonjour Vanessa. Bonjour, bonjour. Voilà, alors Johanna, tu vas donc précéder ce webinaire du Big Data pour nous présenter le MAX et l'exposition en cours de l'artiste Matt Mullican. C'est vrai qu'on a un beau lien avec ce Big Data et cette exposition qui rentre en résonance avec toutes les questions autour de notre identité numérique. Et donc, j'imagine que tu as pas mal de choses à dire à ce sujet. Je te remercie déjà. Oui, alors bonjour à tous. Alors je vais essayer de rester relativement courte pour que la question du Big Data puisse être vraiment mise à l'honneur. Mais je suis ici parce qu'avec Technocité, nous avons imaginé une collaboration à travers des stages pour enfants, des activités en école, mais également ce webinaire aujourd'hui. Alors le MAX, c'est un musée des arts contemporains. Il est situé sur un site historique qui est le site du Grand Ornu, un ancien charbonnage. Et sur cette vue, vous voyez à la fois le site du Grand Ornu, mais aussi Technocité, qui sont donc nos voisins. Et il nous semblait indispensable de travailler avec eux, de jouer sur cette courte distance, mais aussi d'évoquer les liens entre culture et art numérique. Plus particulièrement encore dans le cadre de notre exposition actuelle, qui est une exposition de l'artiste américain Matt Mullican, que vous voyez ici en image. Alors Matt Mullican, c'est un artiste qui a environ 70 ans. Alors quand on parle de lui, on l'associe généralement à un mouvement qu'on a appelé la Pictures Generation, donc la génération des images. Alors dans cette génération des images, on a des artistes qui parlent de notre lien à l'image de façon multiples et variée. Ce qui est intéressant avec Matt Mullican, c'est que ce qui l'a intéressé dès le départ, c'est de pouvoir rentrer dans l'image. Et on va voir ensemble que Matt Mullican fait des allers-retours entre le monde réel, auquel il appartient, dans lequel il habite, dans lequel vous habitez, dans lequel j'habite, mais également le monde imaginaire, et si on extrapole, le monde virtuel dans lequel nous sommes à moitié plongés aujourd'hui également avec nos téléphones, etc., etc. Alors j'aime beaucoup cette première image parce qu'on y voit Matt Mullican devant un de ses tableaux dans lequel on voit différents pictogrammes. Alors le pictogramme, c'est un objet intéressant parce que c'est un objet qui est à la fois à cheval entre l'image et le mot. Et ce qui lui semble intéressant, c'est que ces mots, ces images qui sont à la fois des mots, peuvent nous indiquer quelque chose de façon très très claire. Alors parfois il travaille avec les pictogrammes, mais on va voir aussi qu'il peut jouer avec la réalité. Alors ici vous avez une vue de l'exposition où on voit qu'il a travaillé sur des draps, et sur chacun de ces draps, il y en a 64 au total. Matt Mullican va placer des éléments de son monde, de son univers, de ce qu'il a créé depuis qu'il a commencé, c'est-à-dire quand il avait environ 20 ans. Alors, pour parler de son lien au monde virtuel, je me dois de vous parler de Glenn. Alors Glenn, c'est ce petit personnage que vous voyez maintenant à l'écran. Vous voyez comme moi qu'il s'agit d'un bonhomme allumette. Et si vous regardez ces différentes images, vous voyez qu'il y a à chaque fois un mot associé à l'image. Être curieux, ses goals dans la vie, son indulgence, être jaloux, se sentir bien. Alors, ce personnage, qui est en fait un véritable avatar de l'artiste, c'est-à-dire un autre lui, il va s'y intéresser parce qu'il se pose la question de que vit un personnage qui n'est qu'une image. Si on regarde une bande dessinée, est-ce que le ciel qui existe dans cette bande dessinée est réel, peut nous emmener plus loin? Est-ce que si tout à coup on met le corps d'un homme mort dans la chambre de Glenn, il va réagir? Quels vont être ses sentiments par rapport à ce personnage mort qu'on vient mettre dans sa chambre?
Alors, comme je le disais, Matt Mullican fait des allers-retours entre réel et virtuel, puisque pour ressentir ce que ressent Glenn, il se base sur sa propre expérience. Et donc, le jour où il décide de dessiner un corps mort, un cadavre dans la chambre de Glenn, il décide également de voir un mort pour la première fois. Et donc, un de ses amis qui est en école de médecine l'emmène pendant une séance de travail, et Matt Mullican va faire différentes choses, souffler dans ses cheveux, toucher sa peau, l'observer, et il explique que en lui se forme un doute entre cette personne réelle, mais aussi cette personne en tant que chose. Et ça me semble quelque chose d'assez intéressant par rapport à nos liens entre monde réel et virtuel, parce que pour comprendre, vivre avec nos avatars virtuels que l'on va retrouver sur le net, eh bien on doit forcément se baser sur notre propre réalité. Alors Matt Mullican, pour s'expliquer le monde, il a créé une cosmologie. Cette cosmologie, elle est divisée en 5 couleurs: le vert, le bleu, le jaune, le noir et le rouge. Chaque couleur fait référence à une partie du monde. Le vert se réfère à la nature, le bleu au quotidien. Donc ici, dans la zone bleue, vous verrez par exemple des couvertures, des couverts. Le jaune à l'art, le noir au langage et le rouge à la subjectivité. Alors ces 5 couleurs, elles réagissent les unes par rapport aux autres, elles fonctionnent ensemble et nous donnent des indications sur le monde dans lequel on vit. Matt Mullican dit souvent que ça lui fait penser à nos écrans de téléphone. Quand on regarde nos écrans de téléphone, chaque icône, chaque symbole renvoie à une partie de nos vies, que ce soit nos photos, que ce soit notre banque, que ce soit les applications qu'on utilise. Eh bien lui, déjà dès les années 70, met cela en image. Par rapport à la question de l'avatar, il y a un autre travail de Matt Mullican qui est également intéressant. Donc il y a Glenn, ce petit personnage allumette, mais il y a également ce qu'il fait lors de ses performances sous hypnose. Donc Matt Mullican se fait hypnotiser par un spécialiste et lors de ces séances d'hypnose, il fait apparaître quelqu'un d'autre. Il l'appelle that person, ce personnage, cet avatar n'est ni femme ni homme, et il vit des situations multiples à sa manière. Ça peut être vivre un anniversaire de quand on avait 5 ans, ça peut être tout simplement faire un cauchemar, ça peut être créer. Et ce personnage qu'il fait survenir pendant ces séances d'hypnose, eh bien, il vit une vie différente de la sienne. Bien évidemment, pour la comprendre, cette vie, il doit se baser sur sa propre réalité. Et donc, il donne des indications à l'hypnotiseur, comme par exemple, imaginez que je revis mon anniversaire de mes 5 ans. Alors cette cosmologie qu'il se crée, cet univers qu'il se crée pour comprendre le monde, il prend naissance dans un souvenir d'enfance. Quand il est tout petit, il regarde une fois une photographie de ses parents sur laquelle il ne se trouve pas et il demande à ses parents « Pourquoi je ne suis pas là ?» Ses parents lui répondent donc « Tu n'étais pas né ». Très inquiet, Matt Mullican commence à dessiner, alors qu'il a 7 ans, l'image de bébé sur un tapis roulant avec différentes petites maisons et le nom des gens qui accueilleront l'enfant qui passe par cette maison, par cette porte. C'était une manière pour lui, enfant, de s'expliquer d'où il venait. Beaucoup plus tard, en tant qu'artiste, il prend ancrage dans cette réalité qu'il a vécue pour imaginer ce qu'il se passera plus tard dans son avenir. Et il crée 2 personnages supplémentaires qui sont le destin et la mort, que vous voyez ici au centre de l'image et qui vont décider pour nous des différentes directions que prend notre vie. Alors Matt Mullican est un précurseur puisque déjà dans les années 80, cette cosmologie qu'il a créée à partir de couleurs, il va en faire une ville virtuelle à partir de super ordinateurs avec une équipe colossale. Et vous pouvez voir ici certaines vues de cette ville virtuelle telle qu'il imagine, dans laquelle il reprend son fameux code couleur qui peut subdiviser le monde en différentes catégories. Alors Matt Mullican, il a l'art de nous plonger dans l'image, il se plonge lui-même dans l'image en jouant avec ses personnages, en se mettant en état d'hypnose, aussi en se lançant carrément dans des œuvres d'art dans lesquelles il voyage. Mais si vous venez voir l'exposition du Max, vous pourrez vous aussi être plongé dans ces images, puisque vous voyez que dans cette dernière salle d'exposition, nous sommes englobés, littéralement englobés par ces dessins.
Alors j'espère que cette courte présentation de l'exposition vous donnera envie de la découvrir dans la réalité et pas uniquement dans le virtuel. Et j'espère surtout qu'elle va pouvoir nous aider à avoir une orientation plus particulière pour ce webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Johanna. Parfait. Et nous allons du coup pouvoir rentrer dans le vif du sujet, de parler donc de Big Data. Vous avez bien compris ce lien entre l'exposition de Matt Millikan entre le monde réel, virtuel et toutes ces catégories liées aux couleurs qu'il instaure. On est donc bien sur le domaine de nos données. Et c'est clair que les données circulent également de manière virtuelle afin de pouvoir être classées, catégorisées aussi. Et donc nous vous invitons à pouvoir, en plus de ce monde virtuel qu'on va découvrir ensemble, mais pouvoir également sortir de ce virtuel et d'aller dans le monde réel. Donc je vous invite, chers participants, à pouvoir vous connecter sur le site du max.be afin d'obtenir toutes les informations concernant cette exposition phare du moment. Et encore merci à Johanna Leroy pour sa présentation et sa collaboration, car c'est clair qu'on collabore beaucoup aussi au sein de Technocité et des formations, comme elle a pu vous le présenter tout à l'heure. Donc voilà, maintenant nous allons rentrer dans le webinaire sur le Big Data. Sera-t-il réinventé pour un avenir meilleur? Clairement, nos données sont utilisées, exploitées et catégorisées comme je viens de l'expliquer. Donc nous allons découvrir ça avec nos experts du jour que je vais vous présenter dans quelques instants, à savoir Jérôme Marcignac, qui est notre collaborateur au sein de Technocité et qui est également notre coordinateur de projet pédagogique. Et je te remercie, Jérôme, pour ta collaboration également aujourd'hui. Et je vous présente également François Meuleman. François Meuleman qui est notre expert, notre formateur et technique, Big Data, réseaux sociaux, web, veille, etc. Donc je vais vous laisser la parole. Je pense que vous allez mieux vous présenter que moi. Et je vous remercie encore pour votre intervention de ce jour. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être ici de façon virtuelle. C'est assez impressionnant de parler à des caméras en s'imaginant qu'il y a des gens derrière. Mais voilà, c'est le monde connecté et on est vraiment en plein dedans. Et on a décidé aujourd'hui de vous parler du Big Data parce que c'est une notion que tout le monde connaît plus ou moins. On se dit, oui, moi je sais ce que c'est que le Big Data. Mais finalement, on s'est rendu compte que quand on essaye d'aller un peu plus profondément dans la discussion, finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Alors ça va être l'idée de cette petite intervention avec François, de voir ce qui se cache derrière le Big Data. Et la première question que j'ai envie de te poser, François, c'est depuis quand existe le Big Data ? Alors là, les experts ne sont pas vraiment d'accord, mais pour moi, la grande date, c'est les années 90, c'est le programme Sloan d'analyse astrophysique. Alors pour comprendre Sloan, Sloan a mis autour de la table 4 millions de personnes. 4 millions de personnes qui ont partagé des informations ensemble sous forme de photos du ciel. Alors, ça a donné, d'abord, pour la première fois, on n'était plus capable d'analyser les données qu'on recevait. Donc, on a dû faire appel aux statistiques, aux mathématiques pour pouvoir gérer tout ça. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas d'accord quand on leur parle de 1990 ? Parce que quand on y pense, les données sont là depuis longtemps, et le terme de big, c'est-à-dire d'importante, ça dépend de l'époque. Quand, dès le XVe siècle, on essayait de comprendre les nombres premiers, on essayait d'aller le plus loin possible. Bon, il faut juste savoir que les nombres premiers, on ne comprend toujours pas comment c'est réparti. Donc il y a eu une chasse comme ça au nombre premier le plus loin. Et donc déjà à l'époque on gérait des datas. Juste maintenant, 1990, les gens sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus les traiter seuls, les stocker seuls et les analyser seuls. Donc pour moi le big data c'est vraiment 1990. D'accord. Et alors au début, l'idée principale de ce big data, c'était quelque chose de très positif. Ah, alors ça c'est un débat qui fait parfois polémique. Moi j'aime bien l'expression le big data à l'origine c'est une proposition. Et il faut reconnaître que les experts du web à l'époque, ils ont déconné. Ils ont déconné parce que dans leur grande vision sociale du web, ils ont introduit un concept qui va s'avérer explosif, qui est la notion de cookie. Donc c'est quoi un cookie à l'origine ? C'est pas un espion.
c'est un canal de dialogue. Vous allez sur un site internet et ce site internet, grâce aux cookies, peut vous reconnaître, peut vous proposer du contenu et il y a un dialogue constructif qui se met en place. Et puis évidemment, ils n'ont pas pensé à l'époque que le cookie allait devenir la machine commerciale et politique qu'elle est à l'heure actuelle, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va sur n'importe quel site, il y a toujours ce petit disclaimer, attention, voilà, les cookies, vous devez les accepter. Et puis alors, très souvent, on clique sur oui, j'accepte. Si on clique sur l'autre bouton, ça peut faire un peu peur, mais on y reviendra à cette notion. Et c'est vrai que dans le big data, il y a un volet qui est très très marqué par ses avancées et ses apports, c'est le domaine de la santé. Alors, c'était d'abord le domaine de la biologie, d'accord. Donc, on a eu historiquement d'abord l'astronomie, puis la biologie, puis la santé, puis la simulation, la météo par exemple. Et dans la santé, c'est vrai que actuellement, les analyses des IRM par l'intelligence artificielle sont plus puissantes. Et il y a surtout un exemple que j'aime bien parce que c'est formidable ce qui s'est passé, c'est le traitement du cancer du sein. Donc, dans le cancer du sein, il y a eu 2 avancées majeures liées au big data. La première, c'est l'analyse des données dans ce qu'on appelle en médecine la vie réelle. Donc la vie réelle, c'est vous êtes malade, d'accord, vous êtes une femme, on prend vos données, on les stocke, on les analyse après. À côté de la vie réelle, vous avez les études scientifiques. Ou quand vous analysez quelqu'un ou un médicament qui doit être mis sur le marché, notamment en chimiothérapie, quand on teste ce médicament, on va tester ça avec des femmes, je mets des guillemets, plus ou moins valides. Donc oui, elles ont le cancer du sein, mais elles sont capables de supporter un nouveau traitement. Le big data, c'est pas intéressé à ces gens-là. Le big data s'est intéressé, dans le cadre d'une étude, notamment à Marie Curie en France, aux personnes qui n'étaient pas en bonne santé. Je vais simplifier, les femmes âgées, les femmes en surpoids, les femmes malades. Et en fait, les big data, en croisant les données sur ces échantillons-là de femmes, s'est aperçu qu'il y avait des comédications qui étaient extrêmement efficaces. Et ça, c'est le paradoxe. Il y a eu beaucoup d'étonnement parce que, notamment chez les femmes âgées et malades, on aurait tendance à dire, bon, on ne va plus les traiter en chimio, c'est trop dangereux. Eh bien, l'analyse de ces données a montré tout le contraire. Les médicaments qu'elles prenaient, en tout cas pour certains, pour traiter leur maladie, coagissaient avec la chimio. Les chiffres de Marie Curie sont hallucinants. On a doublé le taux de rémission. Et alors l'autre, et là je vais faire très court, c'est une intelligence artificielle développée par Google. Donc, Google a beaucoup de défauts, mais là, on doit lui reconnaître cette qualité. Une des intelligences artificielles développées par Google analyse, d'accord, les clichés des poitrines bien plus vite. Ils ont un taux de détection bien supérieur à l'œil d'un médecin. Voilà, c'était juste 2 cas que je voulais citer. Et justement, alors je rebondis sur ces clichés parce que c'est très difficile de faire accepter ça, de dire que mon médecin ne va peut-être pas voir quelque chose sur mon cliché alors qu'un ordinateur peut le faire. Est-ce qu'on a déjà des retours de comment les scientifiques utilisent ça Alors, dans le monde de la médecine, ça se passe très bien à 2 niveaux. Les médecins, quand leurs patients sont soignés, ils jubilent. Bon, le médecin est souvent de mauvaise foi, donc quand le big data lui donne des résultats, la première chose que le médecin vous dit, je m'en doutais. Bon, mais ça, on peut leur laisser. donc les médecins sont plutôt contents des avancées. Il faut oublier que la médecine, c'est un terroir à technologie. Et deuxièmement, au niveau de la vie privée, les gens qui, dans le cas par exemple du cancer du sein, les femmes, à 98% veulent bien partager leurs données. Donc quand on a ces 2 éléments-là, il y a une espèce d'alchimie qui se passe très bien. A contrario, pour donner un contre-exemple, dans l'analyse textuelle, le monde de la littérature, là c'est beaucoup plus difficile.
parce que ça ne fait pas partie de leur corpus de travail. Quand vous analysez l'œuvre de Proust, ben, vous avez un chercheur qui consacre sa vie entière à étudier Proust. Que disent les big data? Eh ben, on va mettre toute l'œuvre de Proust scannée dans un logiciel, on appuie sur un bouton, et dans les secondes, on vous fait une analyse de l'utilisation des termes, de la sémantique, de la syntaxe, et des figures de style, et du coup, longtemps je me suis levé de bonne heure, n'a plus aucun secret. Et là, c'est vrai que pour certaines professions, comme dans les secteurs de la sociologie, de la littérature, ça coince parfois, mais pas dans celui de la médecine. Chose intéressante, pas dans celui de la prédilection. Donc c'est essentiellement tremblement de terre, météo, tsunami. Là, de nouveau, les gens ont ce qu'on appelle dans les big data une contrainte. C'est sauver les gens. Donc si on peut les aider, ils acceptent, quoi. Et alors, si on parle de toutes ces données, tout à l'heure tu as mentionné le fait que dans les années 90, on avait déjà un problème, c'était par rapport au traitement de toutes ces données. Et alors, je me dis, aujourd'hui en 2020, alors qu'on doit produire une quantité absolument pharaonique de données en tant que personne, mais comment ça se passe au niveau du stockage? Où est-ce que c'est stocké? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données? Alors, le stockage des données, ça a vraiment été, dès les années 90, un souci. Donc, on sait à l'heure actuelle que les grands opérateurs comme les GAFAM ou leur équivalent chinois, ou la NSA ou leur équivalent russe, essayent de centraliser, et ça nous donne des centres de stockage de données gigantesques. Sinon, on procède à ce qu'on appelle la mutualisation. Donc la mutualisation, on met les données en parallèle dans plusieurs serveurs, donc des ordinateurs importants. D'accord. Et donc, on mutualise avec un système complexe d'interrogation des données dans chacun des serveurs, quoi. Pour te donner une idée, on a parfois des systèmes matriciels de millions de dimensions. Un système matriciel, c'est de base, c'est par exemple le nom des personnes, ce qu'ils boivent comme café. D'accord. Ça, c'est 2 dimensions. Je vais passer à 3 dimensions, le prénom des personnes, ce qu'ils boivent comme café, à quelle heure. 4e dimension, le nom des personnes qui boivent à quelle heure, quelle marque, qu'est-ce qu'ils ont comme métier. Et on voit comme ça que les systèmes actuels de données, surtout dans les GAFAM, sont en train de générer des monstres de données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des outils, des algorithmes qui vont eux-mêmes tester et essayer de trouver quelque chose dans toutes ces matrices. La précédente génération, on faisait de l'arborescence, on faisait de l'analyse sémantique, et en fait on introduisait des variables pour essayer de trouver des liens. Mais non, c'est comme les K-means. Maintenant, les systèmes actuels d'analyse se retrouvent dans cette base, dans cette magnifique, énorme dimension de données, et vont faire eux-mêmes le travail. Alors, avant de continuer, en termes de dimension, voilà, c'est le bon slide. En termes de dimension, 1990, c'était 10 exposants 10, 10 exposants 15. Maintenant, on produit par jour 10 exposants 21, quoi. Les experts estiment qu'en un jour ou deux, on produit autant de données que l'humanité tout entière n'a produite jusqu'à aujourd'hui, quoi. On est dans une dimension exponentielle. Donc c'est l'accélération qui est impressionnante, quoi. Et pourquoi collecter autant de données? Alors, c'est un des concepts de base des big data. On est en train de tourner la page de tout ça. C'était les fameux 3V, quoi. Donc il faut du volume. Et il disait ouvertement, hein, ne nous donnez pas de la qualité, donnez-nous des quantités. Donc les statistiques, comme les algorithmes, fonctionnent sur la masse. Oui. D'accord. Ça doit aller vite, la vélocité, d'accord, et la variabilité. Donc en fait, ce qui est intéressant dans les big data, c'est d'analyser à la fois des photos, à la fois des données personnelles, des données de voyage, des données enregistrées sur votre micro. Donc c'est cette côté variabilité. Depuis quelques années, on a ajouté à ces 3V le côté visualisation. Il y a tellement qu'à un moment, il faut se poser la question, est-ce que je vais pouvoir traduire ça dans des choses visualisables, sur lesquelles on peut poser des hypothèses ou avoir des idées. Et l'autre côté,
c'est le côté valeur ajoutée, vérifiable, véridique. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre une valeur ajoutée, une espèce d'épaisseur à ces données pour avoir une notion de qualité, quoi. Tellement il y en a, on ne sait plus... Voilà. Juste pour continuer dans cette notion, on parlait de Sloan tout à l'heure, il faut quand même comprendre que à l'origine le web, parce que c'est ça, hein, les GAFAM, c'était pas quelque chose de négatif. Il y avait une vraie utopie là derrière, on voulait que le monde soit meilleur. Ils se sont plantés sur les cookies, d'accord, ils se sont plantés sur les cookies, mais moi j'aime bien le parallèle avec le monde de l'imprimerie. Quand on a inventé le monde de l'imprimerie, c'était aussi une utopie. Le but, c'était, j'ouvre les guillemets, de mettre de la merde, quoi. C'était quelques années plus tard, enfin quelques dizaines d'années plus tard, la réforme, quoi. On allait bousculer l'Église, quoi. C'était permissif. Hein, je veux dire, ce qu'on écrivait à l'époque dans les bouquins, ça vaut les pires sites pour adultes à notre époque, quoi. Donc il y avait vraiment, et dans l'imprimerie et dans le web, ce côté permissif et social. L'imprimerie, c'était quoi? On permettait aux paysans d'avoir accès au savoir. On permettait à l'ouvrier d'avoir accès au savoir. On retirait au clergé et à la bourgeoisie cette espèce de chasse gardée du savoir. Ce qu'a voulu faire le web au début. C'est la même utopie. Vraiment une utopie positive. Et dans les deux cas, on a vu les États récupérer. Récupérer, c'est-à-dire on va contrôler, l'imprimerie a été assez rapidement, en centaines d'années, reprise en main par tous les États, on a eu la contre-réforme, il faut quand même s'imaginer, hein, parce que juste après, le mot qui suit, c'est l'autocensure, on en reparlera, c'était autocensure, il faut quand même imaginer que quand il y a eu la Saint-Barthélemy, une personne sur 3 a été tuée parce qu'elle avait la mauvaise Bible chez elle. Donc la notion de trace était déjà là, quoi. Et qu'avant la Saint-Barthélemy, des dizaines d'années avant, les gens commençaient, autocensure, à jeter leur Bible protestante, réformiste, pour éviter des soucis. Alors, je sais que ça paraît loin, hein, la réforme et la contre-réforme, mais quand on voit ce qui se passe en Chine, quand on voit ce qui se passe en Chine, où les gens ont un profil personnel, où les gens sont notés, donc j'invite ceux qui n'ont toujours pas vu ça à aller voir sur YouTube comment la Chine note ses citoyens, et alors on voit comment ça se traduit dans l'autocensure. À Hong Kong, les gens sont en train d'effacer leur historique sur WhatsApp, sur Messenger. On est dans le même phénomène d'autocensure. On jetait sa Bible, on supprime ses posts. C'est un peu aussi ce que quand on rentre aux États-Unis, on veut accéder à tes réseaux sociaux, tu dois donner ton mot de passe. Exactement. Et si tu as critiqué Donald Trump, qu'est-ce qui se passe? On peut te refouler? C'est vraiment l'idée? Le problème, c'est qu'on ne sait jamais. On sait qu'ils y ont accès. On ne sait pas ce qu'ils cherchent, parce que tout ça est par mots-clés. On ne sait pas leurs critères. C'est comme quand tu fais tes courses. Tu sais qu'on te propose des publicités, mais tu ne sais pas comment et ce qu'on en fait. C'est la même chose pour l'utilisation par les services de sécurité américains. Dernière chose pour la Chine, en termes d'autocensure. Hier matin ou ce matin, un sondage est sorti sur Charlie Hebdo, ça va, et un jeune sur deux trouve qu'ils ont eu tort de publier les publicités. Alors, le premier mouvement, et on l'entend beaucoup sur les chaînes de télé, c'est de dire les jeunes, c'est triste, les jeunes n'ont plus la liberté d'expression. Moi, j'ai lu des articles très intéressants qui expliquaient que c'est pas ça. En fait, les jeunes, par les réseaux sociaux, ont intégré un espèce de processus de responsabilisation et d'autocensure. Chez les jeunes, quand tu publies une connerie, quand tu te différencies sur le web, quand tu deviens célèbre, quand tu t'attaques à quelqu'un, tu dois avoir les épaules assez solides pour répondre. Donc, donc tu dois te responsabiliser. Donc on est dans l'autocensure et dans la responsabilisation. Donc parce que j'écoutais la présentation sur les avatars, c'est vrai que parfois, en tant qu'adulte, pour moi un adulte c'est au-dessus de 30 ans, quoi, parfois, on parle de victimisation dans les écoles, de bashing, mais ça fait partie du jeu pour eux.
On a là un langage d'adulte. Oui. Pour les enfants, c'est simple, tu dois être responsable, quoi. Tu publies quelque chose sur TikTok, tu montres la moitié de ton ventre, tes pectos, il faut assumer. Donc il faut assumer les remarques positives, les remarques négatives, la renommée. Alors, les artistes et les politiques qui ont des soucis avec Twitter parce qu'ils se sentent trop attaqués, c'est parce qu'ils ont plus de 30 ans. Parce que sinon, la philosophie est tout à fait différente. On a déjà intégré le phénomène d'autocensure. Tout un programme. Alors, dans la présentation, maintenant, j'aimerais bien parler des 4 niveaux d'utilisation. En fait, il y en a 5. Des 5 niveaux d'utilisation, les 5 niveaux d'utilisation des algorithmes en ligne et par le big data, spécifiquement en ligne. Comme petite intro, le premier conseil, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation à la compréhension du web. Même quand je discute avec des spécialistes du web, d'accord, que ce soit Facebook, Insta, TikTok et tout, on voit que les gens comprennent l'outil, mais ils ne comprennent pas la sociologie, les enjeux politiques, les enjeux psychologiques, les positionnements, la part du moyen de communication dans l'évolution des moyens de communication. On voit que les gens ne comprennent pas. Et plus les gens rajeunissent, plus leur relation est quasiment fusionnelle. Fusionnelle avec les réseaux sociaux. Donc le premier conseil, c'est de comprendre. On verra tout à l'heure l'utilisation par les politiques et par les États. Il y a un concept de Batchi que j'adore et qui est une technique pour moi de manipulation. C'est ce qu'on appelle la fabrique du doute. Si je te dis, écoute, le big data, c'est pas méchant, c'est pas gentil, c'est plus compliqué que ça, je vais t'expliquer. Que fait monsieur tout le monde? C'est compliqué, je vais rien comprendre. Exactement. Tu as souvent 2 boutons pour les conditions générales. Un, accepter, en vert, avec une jolie petite flèche, facile, où on te dit, ben voilà, là c'est facile, tu acceptes et tout est parti. En dessous, il y a un second bouton où tu vas pouvoir supprimer les cookies. Le simple fait de marquer configurer induit cette notion du doute parce qu'on suggère que ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que configurer, c'est de l'informatique. Configurer, c'est technique. Configurer, il va falloir que je réfléchisse. Configurer, ça va me prendre du temps. Donc je voudrais juste voir les infos sur la RTBF. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur le vert. Ah ben voilà. Alors, si les slides s'affichent, c'est vrai que c'est une boutade. Je marque nos amis fonctionnaires. Mais la remarque est importante, Jérôme. En fait, la RTBF appartient à l'État belge. D'accord? Quand vous vous loguez sur le site de la RTBF, d'accord, et que vous ne cliquez pas sur le fameux bouton vert, en fait là vous découvrez que la RTBF a des accords commerciaux avec quasiment 500 firmes qui placent leurs cookies. C'est ce qu'on appelle un cookie tiers. D'abord, c'est énorme. Et j'invite ceux qui ne l'ont jamais fait à aller voir le nom des sociétés à qui la RTBF a revendu le droit d'aller mettre ses cookies. Ça n'a rien de social, ça n'a rien d'étatique, ça n'a rien d'ASBL, ça n'a rien d'information. On est dans le commercial pur. Rien que par le nom, on se doute que c'est pas des, je mets des guillemets, des gentils. Alors si le site de la RTBF, qui représente quand même notre brave État belge, permet déjà à 500 sociétés d'aller placer leurs cookies. Mais que fait Amazon, quoi? Que fait Zalando? Ça devient gigantesque. On peut saluer quand même l'honnêteté, en fait, de dire qu'effectivement, je peux voir, en allant voir, je vois qu'effectivement, je vois le chiffre ici, alors il y en a plus de 3 affichés, il y en a 460 cookies tiers. Donc on est d'accord que c'est bien, une entreprise peut venir récupérer les informations de ma navigation sur le site de la RTB. Est-ce que ça va au-delà? Alors c'est une question qu'on se pose, et sans être dupe, on peut dire, ben oui, ça va au-delà. L'autre exemple dont on parlera si on a le temps, c'est l'enregistrement des conversations par nos micros de téléphone via nos applis. Oui. D'accord?
il a fallu quantité de scandales pour que Google, Facebook et Instagram admettent enregistrer en temps réel tout ce que nous lisons, le traiter dans des matrices pour en tirer des mots-clés qui seront revendus à des firmes pour pouvoir mettre des annonces publicitaires. Mais si ces 3 applications-là l'ont avoué, il ne faut pas être dupe. C'est que quasiment la majorité des applications ont ce système en place, quoi. Comment on fait alors, concrètement, déjà pour lutter contre ces cookies? Effectivement, il y a... Alors moi, ce que j'aime bien, d'abord, c'est de changer de browser. Tout le monde utilise Google majoritairement. Ça va? Moi, ce que je conseille, c'est de passer via Brave. D'accord? Donc, Brave, ça te protège de 2 choses. La première chose, c'est tout ce qui est cookies, informations, historiques, tout ce qui est glané par tous les sites internet. Si dans Brave tu choisis fenêtre de navigation privée, tout ça saute déjà. Sauf que ce soit sur Chrome ou sur Brave, quand tu es en navigation privée, ton provider a les infos. Oui. Faut pas être dupe non plus. Je vois pas pourquoi Skynet serait plus honnête que la RTBF ou que Amazon. Voilà. Donc mes informations sont de nouveau revendues, partagées, mises en matrice, techniquement on dit farmées. Donc ça c'est la première chose. Et puis ce que propose Brave, c'est de passer en navigation privée avec Tor. Et là, il n'y a plus rien du tout. Parce que Tor va cacher ton adresse IP. Mais Tor, c'est un outil du Darknet. Non, alors Tor, c'est une porte ouverte qui permet d'aller vers le Darknet. Donc, ce qui te manque, c'est d'être coopté pour arriver sur le Darknet, donc faire partie de la communauté du Darknet, il faut être coopté. Alors, je ne vais pas donner de système parce que c'est pas le but de cette formation, mais il faut savoir que les clés d'entrée sont quand même disponibles. Si tu passes par YouTube, tu les trouves assez facilement en ligne pour pouvoir aller. Mais Tor, c'est pas le dark web, c'est juste l'instrument qui est obligatoire pour y aller, quoi. Et tu te parlais de, justement tout à l'heure, tu disais, mais tout le monde utilise Google. Et c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui explique pourquoi on a tous, à un moment, adopté Google? Parce que moi, j'ai été connecté, je me souviens au début, je me souviens d'Alta Vista, Alta Vista, qui était la référence à l'époque. Et puis, effectivement, Google est arrivé et il a tout mangé. Pourquoi? Alors, il y a 2 choses pour moi enfin, ce n'est pas de moi, ce que j'ai lu sont importantes. D'abord, il faut se rappeler qu'à l'origine, le grand méchant, c'était pas Google. Le grand méchant, c'était qui? C'était Microsoft. Microsoft qui nous analysait. Donc, Microsoft était vraiment présenté comme le méchant. Donc, Bill Gates, on reçoit toujours les pierres à l'heure actuelle. Complètement. Donc, Microsoft était le grand méchant. En plus, c'était payant, tu t'imagines. Bon, voilà. Et qui allait sauver le monde de Microsoft? C'était Google. Les fameux pingouins, toute la communauté, etc., etc. C'est-à-dire que la première impression en ligne de Google était une image positive. Et Google a toujours cette image d'indépendance, de liberté, qui est dans les gènes de Google, qui est tout à fait fausse. Parce que maintenant, on s'intéresse 2 minutes au monde du web et des données, on sait que Google fait partie des grands mangeurs de données, enfin, je veux dire, on est au cœur de Big Data avec Google. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que Google a réussi ce que beaucoup d'autres ont raté. C'est une espèce de rencontre quasi magique entre un produit technique, le moteur de recherche, et une époque, un ensemble de phénomènes sociologiques. C'est-à-dire que Google s'est intégré dans l'époque. Et que notre époque, c'est Google. Notre époque, c'est Google, quoi. Ça veut dire que Google est plus qu'un moteur de recherche, c'est un marqueur sociologique. Donc, quand les gens commencent à faire des recherches, le premier pas sur le web, ça commence par Google, quoi. Donc, il y a quelque chose d'initiatique là-dedans, de sociologique, qui fait que même toi et moi, je suis sûr qu'on va dire à tout le monde, il faut aller sur Brave, je ne vais pas le dire à la wallonne, sur Brave. Mais une fois sur 5, on va être sur Chrome.
Oui, l'équivalent c'est DuckDuckGo. Ouais. Donc Google a réussi. Alors, qui a raté cette transformation, cette fameuse rencontre? Les lunettes de Google. Oui. Alors, là, il y a un rejet de la population face à ces lunettes qui pouvaient enregistrer tout. Alors, je crois que ça va revenir sous une autre forme. Oui. L'utopie des lunettes de Google, que je trouve vachement intellectuellement, pas éthiquement, intellectuellement intéressante, c'est de faire, plutôt de maîtriser chaque individu se baladant dans une matrice virtuelle, mais qui représenterait le réel. C'est-à-dire qu'on aurait sur un ordinateur, ta représentation, tous les objets qui sont autour de toi en rue, les magasins, les produits. Ça veut dire qu'on aurait une représentation qui représente Jérôme en train de marcher avec tout autour de lui tous les objets. Je panique. Pour les gens, et d'abord techniquement c'est très faisable. Quand en Corée, il y avait une installation, je crois que c'est la Corée ou le Japon. Les gens se baladaient en rue, on les prévenait s'ils rencontraient ou s'ils risquaient de rencontrer quelqu'un qui avait eu le Covid. On est fort proche de ce système-là. On est fort proche de ce système-là. Il y a des magasins en France où quand tu rentres et que tu fais tes courses, donc tu es filmé, au moment où tu passes à la caisse, tu donnes ta carte soit de crédit, soit ta carte bancaire, soit ta carte de membre, encore mieux la carte de membre. Eh ben, les bases de données vont retracer tout ton chemin. Grâce aux caméras, vont voir devant quel produit tu t'es arrêté, quel produit tu as acheté, et surtout, c'est ce qu'on appelle les abandons, les boucles d'abandon. Les boucles d'abandon. Là où tu as failli l'acheter, mais tu ne l'as pas fait. Et donc tout ça, c'est analysé, stocké, analysé. Et après, comme par hasard, quand le ticket sort, tu as une publicité qui apparaît sur le produit pour lequel... Moi qui pensais que mon commerçant était sympa, qui me proposait des réductions parce qu'il m'aimait bien. Donc, cette histoire de monde virtuel, on va y arriver. Quoi. On y est quasiment, mais on va y arriver. Et c'est vrai que c'est un côté flippant. Donc, on a un peu... On a un peu oublié les niveaux des algorithmes, mais dans tous les niveaux d'approche des algorithmes, il y a le 4e niveau, d'accord, qui est le niveau prédictif. Alors, comme à chaque fois dans les big data, tu as un côté négatif et un côté positif. Le côté positif des modèles prédictifs, c'est on espère un jour pouvoir prédire correctement la météo, mais je sais qu'on a Météo Mons, s'ils nous écoutent, bonjour. Les tremblements de terre, on est dans le prédictif. Ça, c'est le côté négatif, c'est qu'on va prédire à l'avance ce dont tu auras envie demain. On va prédire à l'avance et on va concevoir à l'avance des musiques, des œuvres d'art. Et on va donc on va proposer aux gens des goûts qu'ils auraient eus sans doute par après, ou en tout cas ce qu'on aura créé pour eux. Et ça rejoint vraiment un des grands changements du XXe siècle, c'est l'apparition du néolibéralisme. Et en fait, le néolibéralisme n'a été possible que grâce au web. Le néolibéralisme, c'est ce qu'ils appelaient à l'époque la fabrique du consentement. Je vais te dire à ta place ce dont tu as besoin et je vais m'arranger pour que tu l'achètes. Idem en politique, c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Et là, on est dans les modèles prédictifs. D'accord. Alors si on revient au niveau, du big data, le niveau suivant, tu parles de validation par les pairs. Qu'est-ce que c'est que cette validation par les pairs? Alors juste, le niveau 1, c'est la popularité, c'est le nombre de fois qu'on va cliquer sur un site, sur un produit, voilà, ça c'est la popularité. Là on va passer au niveau 2. La validation par les pairs, c'est de nouveau à l'origine un concept, pas une utopie, mais un concept assez positif, qui est de dire en ligne, Google va juger les sites internet, pas seulement sur la popularité, mais surtout par la validation par les autres sites internet. C'est-à-dire qu'on crée une couche de personnes, d'institutions, d'items, supposés être plus intelligents que l'internaute lambda, qui sont les sites internet, et les sites internet vont se valider entre eux grâce au PageRank, au Backlink, etc., au Backlinks, pardon. Et il ne faut pas être dupe non plus.
on a voulu instaurer ce qu'on appelle un système d'autorité, c'est comme ça que ça s'appelle, le niveau 2, c'est le système d'autorité. Les sites valident les sites. Ben, enfin, si tu as déjà travaillé avec des référenceurs, d'accord, il y a toujours les 2 niveaux des référenceurs qui me font sourire à chaque fois. Quand tu as un cours sur le référencement, ça commence toujours par « attention, Google vous espionne ». Attention, Zalando, Amazon aussi, ils vous connaissent mieux que vous connaissez. Oui. Puis 5 minutes après, ils vous expliquent comment tordre le cou, comment truquer tous les algorithmes de Google pour apparaître plus haut. Et notamment dans ces systèmes de backlinks, les référenceurs vont vous expliquer comment créer des sites des liens vers votre site, comment vous pouvez vous auto-valider en créant des backlinks de ton site vers ton site. On voit que tout ça, enfin, c'est le souci, dès que c'est mathématique, dès que tu as un processus, il est faussé. Donc si je comprends bien, la popularité va influer dans mon positionnement sur Google, mais aussi le fait que quelqu'un arrive à s'auto-promouvoir via des moyens techniques. Et donc, finalement, ma notoriété, elle repose sur une escroquerie. Alors, attention, parce que là, on passe au niveau 3. Niveau 3, parce que les niveaux 3, on parle plus de site internet, on parle de personnes. Et en fait, les algorithmes vont rentrer au cœur du processus. Si tu veux, juste avant, ils étaient un peu au-dessus. Ouais. Le terme technique, c'est crawler. Donc les robots se baladaient, ils regardaient, ils analysaient les liens. Ici, sur une page ou sur un groupe Facebook, tu vas avoir des algorithmes qui vont te dire le nombre de clics que tu vas avoir, le nombre de likes, le nombre de partages. Donc les algorithmes rentrent dans le réseau, d'accord, et on va avoir toute une série de compteurs qui vont dire à la personne, toi, quel est l'impact que tu as sur les choses. Alors, dit comme ça fait un peu pompeux, mais les gens adorent comprendre quel impact ils ont sur le monde. Tu vois, ils adorent savoir, ils ont fait quelque chose, qu'est-ce que ça a comme impact. Simultanément, alors là on est en plein dans les big data, tout ça est stocké pour faire de la typologie client, de la qualification client, du scoring, pour te proposer des pubs qui vont être liées à toi. D'accord. Juste parce que ça c'est important. À l'origine, la philosophie de Facebook, parce que Facebook a une grande part de responsabilité dans ça, était positive. C'est-à-dire ? Tout le monde se moque du like. D'accord. Mais c'est quoi le like au début? C'est une conversation entre un contenu et une personne. Le côté fabuleux du like, c'est que même si tu n'as rien à dire, parce que tu n'as pas les compétences intellectuelles, tu vas pouvoir converser avec le contenu. Alors c'est peut-être très simple, j'aime, j'aime pas, ou un petit commentaire, trop top, ou je suis pas d'accord, c'est du grand n'importe quoi. Mais il y avait un mode de conversation entre un contenu, que ce soit une photo ou un texte, ou un clip. Il y avait une forme de conversation, et même le créateur, celui qui va créer le contenu, le gestionnaire du contenu, et monsieur tout le monde. Donc on avait instauré une nouvelle dimension au dialogue qui était vraiment, pour le coup, sociale. Parce qu'il ne fallait plus avoir fait l'ENA ou une grande école en Belgique pour pouvoir parler d'un contenu. On pouvait exprimer une émotion, exprimer un avis. Le gros souci, c'est que ça ne rapportait rien, Jérôme. Quand les gens parlent, ça ne rapporte rien du tout. Ça rapporte rien du tout. Donc, il a fallu trouver des moyens pour rentabiliser ça. D'accord. D'accord. Donc, c'est des publicités payantes sur Insta, c'est LinkedIn sur TikTok. On a cette émission du commercial dans les réseaux pour rentabiliser le système. Ces publicités elles-mêmes qui sont complètement ciblées par rapport à ce que j'aime, par rapport à qui je suis, c'est ça? Alors ça, c'est le côté fabuleux de ces gens-là. C'est que quand tu vois... allez, je parlais de TikTok. TikTok parce que moi, je crois que c'est le futur du web et que ça bouscule beaucoup de gens parce que c'est la génération d'après, c'est les usages d'après, c'est la créativité d'après. Mais sur TikTok, les firmes sont là. Clarins, qui reste quand même une marque pour les femmes qui ont un peu d'argent et un peu d'âge, d'accord? Eh bien, Clarins communique vers les gamines en faisant des routines, quoi. Donc, des routines, c'est l'équivalent du GRWM.
Ça va? Donc on est vraiment dans une dimension où la marque a adapté sa forme de présentation du produit au canal. Même exemple pour The Rock. Donc The Rock, c'est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, qui a fait des challenges Jumanji qui ont cartonné. Alors il ne faut pas être dupe. Quand Clarence fait une matinale routine où The Rock nous fait un challenge accepted, évidemment, il paye TikTok pour que ce soit mieux référencé. D'accord ? Bien sûr. Mais il y a quand même cette démarche où les marques vont rentrer dans la démarche des réseaux sociaux, quoi. Donc le niveau 3, on a vraiment le ciblage des personnes. On a le ciblage de personnes. Et alors donc le deuxième danger, et on est en plein dedans maintenant, donc, pas pour des gens de notre âge, mais chez les gamins, il faut observer leur utilisation du web. On est en train de passer de la conversation, pour reprendre un terme de personnes plus âgées, à la télévision. Donc c'est très impressionnant de voir des gamins qui ont entre 8 et 16 ans, ils regardent leur téléphone et en fait ils interagissent très peu avec TikTok. Ils regardent les clips, idem pour YouTube, idem pour Reels sur Insta. Donc, on a reproché à la télévision de rendre les téléspectateurs passifs. Internet, les applications nous auront redonné une part d'interactivité, ce fameux like, et puis après Facebook qui a développé ce like puisque finalement juste le pouce levé c'était pas assez intéressant, ils en ont rajouté d'autres, on peut être content, etc. Et maintenant, malgré tout ça, l'utilisateur redevient passif devant son écran. Massivement. Massivement, et même le like devient un automatisme. Donc on n'est plus dans le mode de la conversation, c'est un automatisme. D'accord? Il est impressionnant de voir des jeunes qui sont sur TikTok, ils passent, ils like, mais super vite. D'accord? C'est plus de la conversation, ça devient un automatisme ou alors une participation. Alors, de nouveau, le parallèle avec la télé est très intéressant. Les modes de communication, c'est toujours la même chose qui se reproduit. Pourquoi les gens adoraient regarder la même série télé à 20h30 sur TF1? Pour en discuter le lendemain. Pour en discuter le lendemain. Et parce qu'ils se rendaient compte qu'ils faisaient partie de quelque chose. La 100e de Chevannes, ceux qui étaient devant leur TV ont participé à un événement. D'accord? Donc, tu es devant ta TV, tu es passif, tu es seul, mais des millions de personnes regardent la même chose. Donc, il y a une espèce de connexion virtuelle. Et on retrouve ça sur TikTok. Il s'intègre dans l'événement social. Et je trouve ça plus que passionnant, je trouve ça presque touchant d'écouter les jeunes qui parlent de TikTok. Parce que du coup, TikTok, c'est plus uniquement une usine marketing, ça devient un espèce de relais de conversation. Alors, l'enjeu, c'est de se rendre compte qu'au-delà du relais, tu as une machine commerciale, quoi, et notamment des big data qui sont là derrière, quoi. Voilà, le niveau 4. Enfin, à moins que j'ai repris quelques exemples. Oui, on voulait parler de TikTok et notamment le phénomène du pour toi. Pourquoi le like n'est plus assez important aujourd'hui pour qu'on ait ce nouveau phénomène du donc sur TikTok, on reçoit des notifications, c'est dire voilà, pour toi, on a sélectionné ce passage pour nous inciter à venir dessus. Et pourquoi le like n'est plus suffisant? Parce que on entend quelque part aussi Facebook qui nous dit, ou les réseaux sociaux qui nous disent oui, mais les gens et les jeunes sont trop dépendants au like, il faudrait qu'on pense à l'enlever. Et comment ils gèrent ce besoin? Parce que c'est un besoin viscéral de savoir plus de celui qui crée le contenu, mais aussi celui qui le publie, pour savoir l'audience qui a été faite. Alors, deux choses par rapport à ça. D'abord, il y a un saut générationnel. Personne n'était là, mais on a eu une conversation à deux il y a quelques jours sur l'accélération du saut générationnel. Oui. À l'heure actuelle, quelqu'un de 22 ans se sent fort vieux devant TikTok. Ça fait 5 ans, ça. Donc il y a une accélération du saut générationnel. Et en fait, chez les utilisateurs des réseaux, je mets des guillemets évidemment plus âgés, on est plus dans une notion du like et de gestion de son flux. Donc la majorité des gens sur Facebook, pas tous, mais en tout cas une majorité, préfèrent avoir un flux objectif et de savoir ce qui se passe en temps réel, non trié. Chez la nouvelle génération, c'est le contraire.
plutôt que les abonnements, ça ce sont les comptes auxquels on s'est inscrit sur TikTok, plutôt que les abonnements, on va basculer en pour toi. Pourquoi? Parce que quand on est en pour toi, c'est l'événement, c'est le concept de TV. On te propose ce que la majorité regarde. Alors, la grande question là derrière, et j'ai pas de réponse, c'est la qualification et l'expertise. Dans les 3 niveaux qu'on a vus, d'accord, nulle part on a parlé d'expertise. Non. Ce qui était intelligent, Du tout. ce qui avait de la valeur. Encore moins. On a parlé de clics, de robots, de ranking, de préférences, de pour toi, de propositions, de liens marketing, mais nulle part de trucs qui ont de la valeur, quoi. Et c'est pas le drame, c'est l'époque. Quand on est face à un phénomène pareil, que font les firmes? Elles en font un processus. C'est-à-dire, plutôt que de dire non, nous on ne propose pas pour des visées commerciales, on ne fait pas d'analyse des profils pour proposer à la majorité ce que la majorité préfère, donc dans une espèce de boucle pas de stupidité, mais de sous-culture, quoi. Hein. Une sous-culture, c'est quand une majorité préfère quelque chose, non pas pour sa qualité, mais pour l'épaisseur sociologique, donc le fait d'être partagé par la majorité. Que fait YouTube? Et que font les jeunes sur YouTube? Quand ils font une recherche, je sais pas moi, ASMR, ils vont directement à droite, filtre, cliquer par... Popularité. Voilà, nombre de vues. Nombre de vues. Voilà, nombre de vues. Donc, les GAFAM donc ont fait de cette utilisation des données, donc le nombre de vues, un instrument de communication qui est intégré par les jeunes, qui non seulement ne s'en rendaient pas compte, mais perdaient quelque part leur pouvoir d'avoir accès à d'autres choses que des choses populaires, mais maintenant, la personne a intériorisé ce processus et il va lui-même choisir ce que les big data et les algorithmes lui proposent en cliquant sur le nombre de vues. Donc, là, juste petite remarque, là où c'est vicieux, c'est que je ne suis pas persuadé que le nombre de vues respecte toujours le nombre de vues et que quand on te propose sur TikTok un challenge lié au nouveau film dont vous oubliez le nom mais qui est en train de sortir, qui va faire un carton, ben, tu peux dire que c'est pas le nombre de vues, quoi. C'est parce que ça a été payé, c'est de l'infeed et que bon voilà. Donc on est vraiment dans une utilisation mercantile, quoi. Et donc finalement, ce que je vois en premier sur YouTube et qui me plaît, c'est pas moi qui ai choisi. C'est pour une part ce que la majorité a choisi, et pour une part, ce sont les choses qui ont payé pour être vues. Alors, le problème, et ça c'était le niveau 1 des algorithmes, c'est l'effet boule de neige. Donc les algorithmes repèrent quelque chose qui monte assez vite, elles le proposent plus, ça marche encore plus, et on se retrouve à des popularités hallucinantes. Ce serait vraiment fantastique si un jour les gens arrivaient à jouer de ça, quoi. Tu vois, qu'il y ait des groupes pirates qui se créent et qui décident de tous parler parce qu'on est enregistré sur nos micros, faire de recherches sur une marque d'artichaut bretonne complètement inconnue pour la booster et qu'on ait la publicité pour cette marque au top des vues, quoi. Il y a eu quelque chose de semblable qui s'est passé en Autriche, qui passe inaperçu, mais qui est hallucinante. Il y a une publicité qui a été faite pour un grand magasin, je veux dire l'équivalent d'Aldi. Ils ont commandé une chanson pour la publicité. Et parallèlement, grâce à des experts en référencement, ils se sont arrangés pour que la chanson monte en popularité. Et à l'heure actuelle, la chanson de la publicité, on parle clairement du magasin, il n'y a pas de doute, eh ben, la chanson de la publicité passe dans les radios les plus écoutées d'Autriche toutes les demi-heures. Donc, voilà, donc ça te donne un exemple quand même du côté presque aberrant du système qui est en train de s'auto-alimenter, quoi. Partout où je vais, donc, maintenant, je suis donc collecté. Enfin, mais ce que je fais est collecté. Et quand je vais dans une enseigne et que pour mémoriser ma facture, on me demande ma carte d'identité. Qu'est-ce que je dois penser de ça? Alors, bon,
on est en plein dans le niveau 4. Le niveau 4, c'est on ne va plus analyser et stocker les informations sur ce que tu dis que tu fais. Ça, c'est Instagram ou Facebook ou TikTok. Tu dis que tu es beau, tu dis que tu as une belle voiture, que tu as des beaux enfants, que tu fabriques une petite... Ça, c'est ce que tu dis, ce que tu fais. Mais non, ce qui intéresse les algorithmes de deep learning, c'est ce que tu fais. Le chemin que tu prends grâce à Maps, les médicaments que tu consommes, la vitesse de lecture, ton sommeil, ce que tu achètes comme produit, ce que tu as failli acheter comme produit, les rues où tu te balades, les restaurants où tu vas. C'est pas du délire. Enfin, je veux dire, quand tu rentres dans un restaurant, grâce à la géolocalisation, Google sait pertinemment bien où tu es, quoi. Et quand tu sors, il te dit qu'avez-vous pensé de ce restaurant? Voilà. Mais... Bon. Et l'étape d'après, et on va y arriver, tu vas te balader en rue et Google va te dire, attention, là, il y a un restaurant, parce que Google va voir qu'il est 19h. Il y a un restaurant où un tel de tes amis a été, il a super apprécié, et Google va t'envoyer, en tout cas Facebook, plutôt Google, une image des enfants de ton ami en train de rigoler dans le même restaurant. Techniquement, on y est. Les réseaux sociaux, Facebook d'ailleurs, a un système qui propose des restaurants quand tu voyages à l'étranger. L'étape d'après, ce sera, tu auras les photos de tes amis qui y étaient ou le petit clip, quoi. Et tu vas parler de quelque chose qui m'a interpellé. Tu vas parler de mes médicaments. Oui, alors je reviens à MediaMarkt. Je reviens à MediaMarkt. Quand vous allez chez MediaMarkt, alors moi je prends le bec chaque fois avec les caissiers. Pourquoi? Parce que on te présente ça comme une obligation. Vous devez donner votre carte d'identité pour la garantie. En fait, non. La garantie est liée à ton ticket. Elle sera de 2 ans. Point à la ligne. Ce qui est vrai, c'est que grâce à leur système informatique, si tu perds ton ticket, dans les 2 ans, tu peux toujours te faire rembourser ou réparer ce que tu as acheté. Le souci, c'est qu'ils prennent ta carte d'identité, ils la placent dans un lecteur. D'accord? Ce lecteur, il n'est pas très malin. D'accord? Le premier petit lecteur. Il va télécharger toutes les données sur ta carte d'identité. Et le second serveur, lui, il est plus malin. Il va la stocker et il va l'organiser. D'accord? Et puis il y a un troisième serveur qui fera des requêtes matricielles pour analyser ton type quel type de client tu es. Le souci, c'est que, c'est pas un secret, MediaMarkt revend ses bases de données à d'autres firmes pour utiliser ce que tu fais et qui tu es. La question est de savoir quelle est la base de données dans les 3 bases de données que j'ai citées qu'il revend. Parce que dans la première base de données, celle du petit lecteur très bête, toutes les données de ta carte d'identité sont stockées. Et dans ces données, il y a tous les médicaments que tu as achetés ces dernières années. Donc de nouveau, ceux qui ont plus de 30 ans connaissent le mot carte 6. Oui. D'accord? Les plus jeunes, non. Mais tout ce qui était sur la carte 6, c'est sur ta carte d'identité. Donc en fait, quand vous donnez votre carte d'identité chez Bros, vos données médicales partent dans le système et potentiellement sont peut-être revendues. Je ne dis pas que les autres firmes vont utiliser ces données, mais je dis que potentiellement elles pourraient le faire. Et que quand on voit l'évolution des big data, on sait que quand les gens peuvent potentiellement faire quelque chose, ils finissent toujours par le faire. Donc alors, quand tu vas chez Bros, ça fait partie d'un équilibre. Moi, j'ai aucun souci avec les gens qui me disent « Ouais, mais mon ordinateur, je l'ai payé 2000 €. Je perds toujours mes tickets. Que je prenne du Dafalgan, ma femme prend tel produit pour le ventre parce qu'elle a des aigreurs. Je veux bien les donner, moi. Hein. Big data, moi, ça m'est égal, quoi. Là, c'est bon, je prends du Dafalgan. Hein? Parce que, en échange, dans les 2 ans, je peux récupérer mon ordinateur réparé. Mais quand tu vas acheter pour ta fille ou ton fils une Barbie chez Bros, il faut vraiment qu'on m'explique pourquoi les gens donnent leur carte d'identité pour acheter une Barbie ou un paquet de cartes Pokémon. Parce que c'est pas que les 2 seuls magasins qui le font, quoi. Il y en a, ça commence à se répandre parce que c'est super pratique, c'est rapide, on l'a toujours sur nous. On l'a toujours sur nous. Et alors, comme de plus en plus de magasins le font, ça devient une habitude pour les gens. Et les gens ne font pas le rapprochement. Donc, quand ils sont en train de payer, ils ne se rappellent pas qu'à la pharmacie, le pharmacien stocke des données sur la carte d'identité.
sûr. Alors là, ça prend une ampleur. Bon, c'est vrai que l'exemple de MediaMarkt, tu as raison, c'est vraiment quelque chose d'impactant et de dérangeant, mais il faut quand même pas oublier qu'à l'échelle de l'humanité, on va utiliser des gros mots, le big data, c'est une évolution du savoir. On ne peut pas y couper. On ne peut pas y couper. Avant, il n'y avait pas l'écriture. Non, avant, il n'y avait pas l'imprimerie. Donc le savoir se stockait sous forme d'oralité. Et puis, il y a eu l'imprimerie, 1454 de mémoire. Ouais, 1454. Et là, le savoir s'est stocké sur des livres. Ça, c'était le savoir partagé. Parallèlement à ça, le savoir pratiqué, donc les expériences, les médecins, les astronomes, ils stockaient ça dans quoi? Dans un carnet. Et le carnet, à leur mort, il était dans une caisse, où il était donné à la fille qui jetait. Et puis, à partir des années 70, je veux dire, le savoir était stocké sur des disquettes, sur des PC, d'accord, qui finissaient eux aussi dans le conteneur de l'entreprise. Oui. Donc, on avait une perte du savoir. Et les big data, c'est vraiment cette évolution où on ne va plus perdre des données. Donc, si on oublie Google et toute cette dimension marketing, en termes de savoir, c'est fabuleux. Te donner un exemple, il y a des informations qu'on a stockées, par exemple en astronomie dans les années 90 et 2000. Quand tu fais de l'analyse de data, il y a toujours ce qu'on appelle le bruit qu'on veut éliminer. Donc le bruit, c'est tout ce qui n'a pas d'importance, que tu veux éliminer pour aller à l'essentiel des variables et en tirer des corrélations importantes. Ce qu'on a vu avec l'évolution des big data, c'est que ce qu'on avait éliminé à l'époque de Sloan et tout ça, en termes de données parasites, en termes de bruit, on s'aperçoit maintenant avec l'évolution des algorithmes qu'il y a plein d'informations là-dedans. Quand on va faire des études sur des maladies graves, on ne va plus disposer de ce que vont donner les hôpitaux, c'est-à-dire un très petit corpus d'informations. Mais là, depuis les années 2000, on a déjà 20 ans de données médicales. Donc on a vraiment une autre façon de stocker, de pérenniser l'information. Et toutes les histoires des GAFAM et de tous ces gens qui nous espionnent, etc., j'espère que ce sera un défaut de jeunesse, quoi. Parce que les grands enjeux, il y a deux grands enjeux, c'est la santé et la météo, et l'autre enjeu, ce sont les libertés individuelles. Donc on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais notamment... On a encore une petite dizaine de minutes, je crois. Alors, on va parler de ça, parce que si tu veux bien, oui, ça me passionne. Bien sûr. Ça me passionne. Donc, Obama a été le précurseur, quoi. Ça va ? Obama a été le précurseur. Quand il s'est lancé dans sa campagne, il a utilisé Facebook. Ça paraît irréel, mais à l'époque, Twitter commençait, Instagram n'existait quasiment pas, Snapchat non plus. Mais Obama a fait des mèmes des dizaines d'années à l'avance, une dizaine d'années à l'avance. Il est rentré dans la logique. Et surtout, il a utilisé, plus que les réseaux sociaux, il a utilisé les big data. Donc Obama, grâce à des calculateurs, il a pu savoir qui il devait approcher, par qui il devait le faire, donc il a fait des croisements, ce qu'on appelle du matching, pour que les gens aillent frapper à la porte et rencontrent les gens. Et il y avait une énorme machine de calcul là derrière. Alors, évidemment, Trump, c'est pas le précurseur, on pourrait l'appeler le détonateur. Et ce qui est intéressant dans Trump, c'est vraiment tout ce que les big data portent en aile de danger. Oui. Fausse information, d'accord. C'est comme si ce qui était vrai n'était plus assez puissant, plus assez attrayant, plus assez sexy. On va introduire dans le monde du web le faux massivement. Ça va ? Et le faux s'entretient lui-même. Pire que ça, c'est comme avec le bouton de YouTube par nombre de vues, Trump se revendique. Trump se revendique du faux. Il y a plein d'exemples, mais pour moi le plus hallucinant, c'est le jour où il prête serment, il n'y a pas beaucoup de monde, et il pleut.
Ben, Trump dit non, il y a eu plus de monde que pour Obama, et il y avait du soleil. Une journaliste lui dit enfin non, il pleuvait, monsieur le président. Le président lui répond, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les faits. C'est terrible. C'est terrible. Et en fait, quand tu couples cette notion de post-vérité, c'est le terme exact, post-vérité, c'est depuis 2006, je crois, c'est l'ère de post-vérité. Quand tu couples ça avec les big data, c'est quand on te dit, tu as ton mensonge, mais les big data vont te dire, voilà à qui tu dois le dire, ce mensonge. Ben, on se retrouve avec des élections ou des référendums sur le Brexit qui sont complètement faussés. On se retrouve avec des élections américaines dont on peut mettre en doute l'impartialité. Alors tous les pays le font. Hein. Oui. Tous les pays le font. Mais enfin, ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut aller voir en ligne les reportages qu'ils ont fait sur ce que les Russes appellent les usines à trolls, quoi. Les usines à trolls, on passe dans le stakhanovisme de la manipulation, quoi. Et le troisième enjeu, si je peux en mettre un troisième, c'est la créativité. Et moi, je rejoins tout ce qui a été vu juste avant à propos de maths. Moi, j'ai cette image, je crois qu'elle a été projetée tantôt, où on rentre dans une salle et tout autour de nous, il y a... Oui. Mais quand on se rappelle de ce que j'ai expliqué sur la matrice qui va t'entourer, on voit que l'artiste appréhende presque par avance les délires des big data, quoi. Et que le challenge, c'est que je crois que l'ère de liberté, ça va être une jolie conclusion, ça, l'ère de liberté va rester dans l'art, quoi. Parce que l'art, ça va rester, je crois, un secteur qui sera toujours faire des bras d'honneur au big data, quoi. Voilà, je ne sais pas si en régie on a déjà des retours sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jérôme, donc voilà, un grand merci. Alors au niveau du chat, je vois que les participants sont plutôt passifs. On est donc bien dans le monde virtuel, comme vous venez de le dire, et à mon avis bien à votre écoute. Donc je vous propose peut-être de lancer un petit sondage avec quelques questions pour voir justement si nos participants ont bien compris les notions. Est-ce que vous m'entendez bien, hein, toujours, hein? Oui. Ok, parfait. Je vais meubler un peu pour expliquer ce qui va se passer après les big data. Donc la couche qui est en train, mais là on est déjà dedans, la couche d'après, c'est l'intelligence artificielle. Donc les big data, ça devient vraiment trop complexe et on va rajouter une couche au-dessus de ça, qui est l'intelligence artificielle, qui va analyser les big data. La couche d'après, c'est l'intelligence artificielle dite biologique. Donc qui va copier les réseaux neuronaux, la façon dont on apprend, dont on réfléchit. Et l'étape d'après, et là aussi on est en train de rentrer dedans, ce sont les analyses quantiques au service de la big data. Et il y a déjà des analyses quantiques qui sont faites. Et l'étape d'après, qui pour moi est encore plus flippante, là je pèse mes mots, c'est que pour l'instant, un ordinateur quantique, c'est un ordinateur classique dans lequel on a introduit des algorithmes qui sont quantiques. On est en train de le mettre sur pied maintenant, on est en train de réfléchir à des ordinateurs qui ne soient pas construits comme des ordinateurs classiques, mais proche du câblage neuronal. Proche du câblage neuronal, donc on va non seulement changer la logique d'analyse, parce qu'on est passé en mode quantique, mais aussi de ce qui porte l'analyse. Et revenir un peu à ces ordinateurs. Enfin, il faut savoir qu'à l'origine, l'ordinateur, c'était des câblages. Oui. Voilà. Donc on va revenir à ça, sauf que ces futurs super ordinateurs quantiques, d'accord, vont copier le câblage neuronal pour pouvoir être plus performants, quoi. Et ça, enfin, les fameux ordinateurs quantiques qui reproduisent les schémas neuronaux, les États-Unis viennent mettre $1 milliard sur la table pour aider les chercheurs. Le même Trump qui ne veut pas payer les traitements pour le Covid, là, vient de trouver $1 milliard parce qu'on sait qu'il y a des enjeux phénoménaux, notamment en termes de défense, de sécurité, de gestion de l'information. Pour te dire que ça va loin, quoi. Donc on est en train de parler de big data pour expliquer aux gens et leur faire découvrir ce que c'est,
alors qu'on devrait déjà parler des ordinateurs quantiques et de la nouvelle génération des ordinateurs quantiques qui sont bien plus puissants encore. Un grand merci François du coup pour ces nouvelles notions. C'est clair que là on part dans l'intelligence artificielle, hein. Ça peut être l'objet d'ailleurs d'un prochain webinaire, peut-être plus dans le Digital Summer parce que là on devient dans une autre saison, mais voilà, c'est un sujet hyper passionnant aussi. Et alors sachez qu'entre-temps on a une question de Bernard, donc je souhaiterais vous la poser. Donc la question du jour, c'est comment pourrait-on légiférer sur l'utilisation des cookies et de nos données quand les sociétés sont internationales? Est-ce que vous savez... D'abord, fonctionnellement, les cookies, c'est dépassé. Donc, on est en train de se battre sur les cookies, alors que, pas spécialement les sites Internet, mais les applications ont des mécanismes de scoring, notamment par l'enregistrement des conversations, notamment par l'enregistrement en temps réel de ce que vous faites sur votre téléphone, notamment via la caméra. Et le fameux niveau 5 dont on n'a pas parlé, l'utilisation des images et des clips vidéo en temps réel. Donc oui, ce serait intéressant, mais c'est presque un combat d'arrière-garde, c'est comme ça qu'on dit? Oui. D'arrière-garde, parce que, sans être naïf, même si la RTBF le dit et l'avoue, on se doute que les firmes privées ont des outils bien plus puissants et de récolte des informations et d'analyse de ces informations. Alors, il y a une tendance, très à la mode d'ailleurs, qui dit que les grands sites Internet sont au-dessus des États. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, parce que quand un État se fâche, comme l'Iran ou le Pakistan, pouf, c'est fini. On coupe. On coupe, voilà. Donc, l'analyse de dire que ces géants du web sont plus puissants que les États, moi je ne suis pas très d'accord sur ce concept. Pour se battre contre ces géants, c'est effectivement, et là Bernard, je me permets de l'appeler par son prénom, a raison, c'est quasiment infaisable. L'État français à l'époque a mis de mémoire 3 ou 4 ans pour obliger eBay à retirer de la vente tous les objets à connotation nazie. Alors même si l'État français a dû mettre 3 ans pour retirer des objets nazis de la vente d'un site connu, on s'imagine la difficulté qu'on peut avoir à se battre contre les cookies. Il ne faut pas oublier que les cookies, ça fait partie de l'ADN du web. On l'expliquait tantôt avec Jérôme. C'est quelque chose d'inaugural dans le web. C'est cette conversation entre l'internaute et le site le site internet ou l'application. Et la volonté du site d'être plus pertinent avec son internaute, puisque tu es déjà venu sur mon site, je l'ai vu, tu t'es arrêté sur telle page, voilà, je peux te proposer directement la suite. Donc, est-ce qu'on était encore dans une utopie, comme on voit, comme c'est souvent, hein, mais ou est-ce qu'on était vraiment dans le service et comme ce big data, à la base, c'est l'idée d'être utile, ben voilà, derrière on arrive sur certaines dérives avec le marketing et la politique qui utilise. Moi j'ai 2 remarques quand même. La première remarque, c'est l'utilisation de Brave qui met fin aux cookies. Donc Brave, vous le téléchargez, excusez-moi Bernard, vous le téléchargez en moins de 30 secondes, vous passez par Google à l'origine, vous téléchargez Brave, et puis voilà, il n'y a plus de problème de cookies. Donc ça c'est déjà une chose acquise. Et la seconde chose, c'est, ça n'a pas de nom, hein, mais je vais appeler ça le phénomène de facilité. Si vous passez par Brave, chaque fois que vous allez vous loguer sur un site internet, vous devrez donner ton username, ton mot de passe. Donc il faut quasiment avoir un carnet de notes avec toutes ces choses, et on perd du temps. Alors c'est vrai que quand vous êtes dans le train ou même entre 2 réunions et que pour vous changer les idées et vous voulez aller voir les informations sur la RTBF, quand vous êtes en navigation privée ou mieux en navigation privée sur Tor, vous devez chaque fois rentrer, si vous avez un abonnement, toutes vos données. Que font les gens? Ils ne le font pas, parce que ça fait partie d'un équilibre entre l'effort à fournir pour mettre chaque fois ces informations et le fait de donner à ces firmes de big data les informations, quoi. Donc l'effet de facilité, c'est vraiment quelque chose de pervers et on est pris dans le système, quoi.
Quant à la vie privée, c'est surtout pour moi la Seconde Guerre mondiale et l'introduction de la carte d'identité qui a marqué le pas, quoi. Je veux dire, sous réserve, parce que ça, je crois qu'aux États-Unis, il n'y a toujours pas de carte d'identité, quoi. C'est ton permis de port d'armes ou ton permis de conduire qui font office, parce qu'ils estiment que c'est une atteinte à leur vie privée, le phénomène de carte d'identité. Ils ne disent ça que par rapport aux Américains. Quand les Européens arrivent, là, je crois qu'ils n'ont plus de problème pour analyser. Donc voilà pour les cookies, quoi. Je crois qu'il faut pas vivre avec son époque, mais il ne faut pas être dupe de son époque. Ça va, et essayer de faire attention. Et notamment, de temps en temps, quand on a du temps, ne fût-ce que par curiosité, plutôt que de cliquer sur le bouton vert accepter, aller voir ce qui se cache là derrière. Ce qui se cache là derrière. C'est important de le faire au moins une fois, pour se rendre compte. Et je dirais même, voilà, il vaut mieux ne pas privilégier la facilité, mais plutôt la qualité, en effet, et garder cet esprit critique. Donc, un grand merci, Jérôme et François, pour votre présentation. Voilà, on est bien sensibilisés maintenant au big data et l'envers du décor du web, hein, on l'a bien compris. Alors, je vais peut-être proposer le petit sondage, hein, comme j'ai proposé tout à l'heure, aux participants connectés. Donc voilà, on va vous proposer une question avec 2 choix de réponse ou à choix multiples, ça dépend. Et voilà, vous n'hésitez pas également à commenter toujours dans le chat afin de pouvoir également ressolliciter Jérôme et François, nos experts du jour. Alors donc la première question, êtes-vous optimiste quant à l'utilisation de vos données à court terme? Êtes-vous... Ah non, pardon. Ok, bon. Donc du coup, je change de question. C'est plutôt, étiez-vous conscient de la mainmise des big data sur votre quotidien? Donc le choix est en oui et non. Je vous invite donc à voter. On voit que ça commence d'ailleurs à voter. Je vais peut-être reposer la question pour être plus clair, hein. Veuillez m'excuser. Donc c'est, étiez-vous conscient de la mainmise des big data sur votre quotidien? C'est qu'on a pu voir ici l'envers du décor et tout ce que ça peut impliquer. Et par contre, je n'étais pas aussi conscient de données qu'on produisait par jour. C'est complètement étonnant et fou d'ailleurs. Alors donc on est plutôt à oui, à 71%. Donc c'est le oui qui remporte la question. Est-ce que vous avez peut-être une remarque ou un commentaire à dire, François, Jérôme, quant aux réponses des internautes? J'imagine qu'ils ont bien compris. Voilà, effectivement, c'est une bonne chose que les gens aient conscience de cet environnement dans lequel nous produisons des données, où ces données ont une valeur marchande. Et je me demande ce qui se passerait si demain on te disait, ben tiens, utilise mon application, je vais copier toute ta vie pendant que tu utilises l'application, et même après, et bien en revanche, je te donne X euros par mois. Je serais vraiment curieux de voir si on accepterait ce phénomène beaucoup plus que de se servir clairement dans ce que... Je n'ai pas demandé quand je vais sur un site à ce que 10 ou 20 entreprises viennent voir ce que je fais. Est-ce que c'est gênant en soi? C'est souvent la remarque qu'on me fait, c'est « oui, mais c'est pas grave, ils me proposent des pubs. Mais si c'est une bonne affaire, tant mieux pour moi. » Oui, je peux comprendre cet argument-là. Là, le problème, c'est que ça va au-delà de proposer une simple publicité. On n'est plus dans la proposition, on est dans... je vais utiliser le terme de manipulation, même s'il est peut-être un peu fort, mais on peut arriver à faire naître des désirs chez quelqu'un qui n'était pas là. Par un cheminement psychologique, avec quelques informations. Et puis demain, quand je vais acheter une voiture, qu'est-ce que je vais me dire? Est-ce que c'est moi qui ai choisi ce modèle? Ou est-ce que c'est toutes les publicités qu'on m'a envoyées? Quand j'ai commencé à parler de telle marque de voiture, j'ai commencé à recevoir des informations qui me montraient qu'elles n'étaient pas fiables, etc. Et puis on m'en a proposé derrière des publicités pour une autre voiture. Finalement, est-ce que c'est moi qui ai choisi? Donc c'est bien qu'il y ait cette conscience de cet environnement, j'allais dire hostile. J'ai une petite remarque à ce sujet. J'invite les personnes qui nous écoutent à vérifier dans leurs paramètres de Facebook le nombre de sites internet auxquels Facebook donne toutes ces données. Donc chaque fois que vous faites un Facebook Connect, d'accord, ouais. Le site internet auquel vous vous êtes connecté comme ça va recevoir de Facebook toute une série d'informations.
Mais au bout d'un certain temps, il y a plein de Facebook Connect, donc il y a plein de sociétés, d'applications, de sites Internet qui reçoivent vos informations de Facebook qu'elles peuvent à leur tour revendre. Il n'y a pas beaucoup de personnes, d'abord, qui savent que dans les sécurités, dans les paramètres de sécurité de Facebook, on peut supprimer certains de ces sites en ne leur octroyant plus le droit à l'information, que le fait de supprimer le droit à l'information ne te désinscrit pas du site. Voilà. Et voilà, donc ça c'est déjà une chose à faire. Et alors deuxième chose, pour rebondir sur ce que tu dis, si vous vous inscrivez sur Brave, quand vous êtes en navigation normale, d'accord, Brave bloque toutes les publicités, etc., etc. Sauf que Brave analyse vos comportements en ligne, d'accord, et à partir d'un certain moment, une semaine ou deux, Brave va vous proposer des publicités. Il vous les propose, il ne vous les impose pas, il vous les propose, et si vous acceptez la publicité, vous êtes payé en crypto-monnaie pour l'avoir regardée. Donc ce que Brave dit, c'est, moi on me rétribue quand je monte des publicités, je vous en redonne une partie. Et on est exactement dans le schéma que tu expliquais. Merci. Donc c'est clair que c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle d'influenceurs aussi, j'imagine, hein, quand on suit des youtubeurs, etc. Parce que c'est vrai que voilà, on nous influence finalement dans ces propositions entre guillemets de produits ou de services. Super. Alors j'enchaîne peut-être sur la deuxième question du sondage que j'ai un petit peu dit déjà tout à l'heure. Donc c'est, êtes-vous optimiste quant à l'utilisation de ces données à court terme? Donc j'invite les participants. Vous avez le choix. Hein, donc oui, non ou voilà, pas d'avis. Êtes-vous optimiste quant à l'utilisation de ces données à court terme? Je vous invite à voter dans le chat afin de pouvoir donner une réponse claire et voir également s'il y a peut-être d'autres notions sur le big data à pouvoir notifier. Donc c'est clair que je reviens un petit peu sur les techniques aussi de recherche du web. Donc voilà, vous avez bien parlé de Brave. Je pense qu'on a bien compris que Brave était quand même voilà, intéressant pour nous, pour se protéger un peu de nos données. Et le DuckDuckGo qui pourrait être le moteur de recherche aussi, voilà, sur lequel on recherche du contenu, des infos, afin de ne pas être trop sollicité et influencé évidemment par notre big data. Alors, ça permet aux participants de voter. Donc, ils sont plutôt optimistes. Apparemment, ce serait plutôt non, à 75% quand même, et 25% qui sont entre les deux. Donc, on est plutôt sur quelque chose de voilà d'assez plus négatif qu'optimiste hein, sur l'utilisation des données. Même si bon maintenant voilà l'idée d'avoir cet esprit critique et ce regard un petit peu plus conscient de ce qu'on fait de nos données nous permet aussi peut-être maintenant d'être avec un esprit plus optimiste finalement. Je vous laisse comme commenter. disait François tout à l'heure, c'est que nous sommes dans l'ère du big data depuis 30 ans et qu'on ne l'arrêtera pas. C'est absolument inconcevable. Donc ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'essayer de entrer en résistance, je vais dire, ou essayer de trouver une forme d'équilibre entre les données qui sont collectées et le respect, le respect de ma vie privée. On peut se poser la question, c'est une question qui est beaucoup plus large, qui pourrait ouvrir un débat complet, c'est est-ce que la vie privée existe encore? Aujourd'hui, avec mon téléphone dans la poche, mes applications qui sont ouvertes en permanence et qui continuent de collecter des données alors que moi je ne les utilise même plus, est-ce que j'ai encore une vie privée? J'ai une vie privée par rapport à mes amis, mais j'ai plus de vie privée par rapport à des entreprises. Hein, donc, ouais, c'est un nouvel outil de savoir en fait. Donc quelque part, on n'a pas le choix quoi. Quand le téléphone est apparu, il y a une levée de bouclier parce que les gens sont. Je parle encore du téléphone avec le fil. Là. Quand le téléphone est arrivé, il y a eu une levée de bouclier. Il y a même des députés au Parlement français qui ont voulu l'interdire parce que les femmes allaient contacter leurs amants et qu'on allait pouvoir savoir si tu étais chez toi, etc. On était déjà dans cette phase paranoïaque et c'est vrai que autant le téléphone que le web, que Facebook a des défauts de jeunesse et qu'il faut savoir cadenasser ça, qu'il y a une éducation aux médias au sens large à avoir. Et que sur le fond, ça ne me dérange pas que les gens soient pessimistes parce que c'est plutôt un bon signal. S'ils sont pessimistes, ce qu'ils nous disent, c'est
on va regarder ça de près. Voilà. Merci beaucoup François, merci beaucoup Jérôme pour ces explications et voilà, je pense que on l'a bien compris. Donc pour revenir à cet équilibre, hein, sortir un petit peu de ces influences du web et retrouver cet équilibre social réel, je vous invite justement, chers participants, à suivre des formations chez Technocité, sortir au musée comme par hasard. Donc voilà, n'hésitez pas, mais avant évidemment de retrouver ce côté social, ce côté culture, ce côté équilibre et critique, il faut évidemment passer par le web pour obtenir toutes nos infos. Donc je vous invite à vous connecter sur nos sites internet respectifs, donc technocité.be et lemax.be, et nous retrouver également sur nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller via Brave et DuckDuckGo. Voilà, je vous remercie encore Jérôme et François Meuleman. Merci beaucoup pour votre intervention et votre présentation aujourd'hui. Et voilà, un grand merci également aux participants de nous suivre durant tout ce Digital Summer by Technocité. Et on se retrouve bientôt. Restez connectés. Merci. Bonne fin de journée.